Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Au-delà de la formule. Aujourd'hui, nous allons parler de circuit magnétique. En régime sinusoïdal, tout circuit magnétique est le siège de phénomènes physiques tels que l'induction, les pertes fer, etc. L'objectif de cette vidéo est de comprendre ces phénomènes physiques qui apparaissent dans des dispositifs magnétiques tels que les transformateurs, les machines électriques, les relais, à partir d'un exemple simple qu'est la bobine à noyau de fer. Alors c'est quoi la bobine à noyau de fer? La bobine à noyau de fer est un ensemble magnétique qui comprend à minima un morceau de ferromagnétique chargé de canaliser les lignes de champ. Ce noyau ferromagnétique peut prendre différentes formes. Ici, j'en ai en E, ayant une forme E ou une forme torique. Et la bobine à noyau de fer est également composée d'un bobinage qui est alimenté par un courant et qui est chargé de créer le flux. La présence d'aimants et d'entrefer n'est pas exclue également d'une bobine à noyau de fer. Alors ici, aujourd'hui, nous allons étudier la bobine à noyau de fer idéale, c'est-à-dire que la supposition faite ici est qu'on utilise un matériau doux comme noyau. Et que comme son cycle est étroit, je vous invite à aller voir la vidéo précédente où j'ai parlé des matériaux doux et des matériaux durs. On avait dit que les matériaux doux avaient un cycle d'hystérésis qui est étroit. Et donc ici, la supposition ou l'hypothèse que nous allons faire, c'est que nous allons approximer ce cycle étroit par une droite. Donc ici, la relation entre l'induction B et le champ H est linéaire. Nous avons ainsi une perméabilité constante. Le but ici est de savoir comment se comporte la bobine à noyau, de fer lorsqu'on alimente par une tension sinusoïdale. Pour cela, on la modélise par des représentations plus ou moins simples qui permettent de prédire son fonctionnement. Ces représentations modèles peuvent être des équations, des modèles numériques ou empiriques, c'est-à-dire basés sur l'expérience et l'observation. Alors, pour étudier la bobine à noyau de fer, on va utiliser la modélisation analytique qui la modélise par un ensemble d'équations de circuits. On peut également la modéliser numériquement sur ordinateur, mais aujourd'hui, on va faire le choix de parler que de modélisation analytique. On a deux types de modèles pour caractériser le circuit, la bobine à noyau de fer. On a le circuit magnétique et le circuit électrique. Alors, commençons par parler du circuit magnétique équivalent. Pourquoi est-ce qu'on réalise cette modélisation? Disons qu'elle permet d'estimer les grandeurs magnétiques. Donc par grandeur magnétique, je parle du flux, du champ, de l'induction, etc. Dans la bobine à noyau de fer. Donc si on peut estimer ces grandeurs magnétiques, on peut également dimensionner le circuit magnétique suivant un cahier de charge. Alors, pour comprendre le circuit magnétique équivalent, on va considérer un tube de flux. Donc ici, on considère ce tube de flux là, c'est-à-dire un morceau de matériau traversé par les lignes de champ. Ce tube de flux a une section moyenne S et une longueur moyenne L. Ce tube de flux peut être représenté par une résistance magnétique, par analogie à la résistance électrique appelée reluctance. Le flux magnétique ici va représenter le courant défini par cette formule-là. Donc ici, le flux magnétique, c'est l'intégrale de l'induction à travers la section. Si on considère que B est uniforme, c'est-à-dire est le même en tout point de section, on peut dire que le flux, c'est B fois S. On a défini le flux. Et ici, on a la différence de potentiel magnétique au bord de la reluctance, par analogie également à la tension dans le circuit électrique.
Donc la différence de potentiel magnétique ici sera égale à l'intégrale du champ le long de la ligne de champ, donc HDL. De même, si on considère que H est uniforme, c'est-à-dire est le même en tout point de la ligne de champ, on peut considérer que cette DDP magnétique, c'est simplement H fois L. Alors, on va définir la reluctance comme étant le rapport entre la DDP magnétique et le flux, toujours par analogie au circuit électrique. Comme dans un circuit électrique, on a résistance égale à tension sur courant. Ici, on a la reluctance qui est égale à la différence de potentiel magnétique sur le flux. Cette relation définit la loi d'Hopkinson. Du coup, ici, si on remplace delta epsilon par son expression et le flux par son expression, et comme ici on est dans ce cas idéal ou le cas linéaire où voilà, la relation de B et H est linéaire, on remplace et on a cette expression de la reluctance. Donc ici, la reluctance dépend seulement des paramètres géométriques du tube de flux, donc la longueur et la section, et également de l'état magnétique du matériau, donc ici de la perméabilité. Pour réaliser le circuit magnétique équivalent, il faut observer le trajet du flux dans la bobine à noyau de fer. On a ici le flux qui est créé par la bobine alimentée par le courant I. Ce flux se divise dans l'air, appelé flux de fuite, et le reste du flux circule dans le noyau ferromagnétique et ce flux est appelé flux utile. La bobine étant à l'origine du flux, on la considère comme entre guillemets une source de tension magnétique ou communément appelée force magnétomotrice. Donc, comme ici on utilise le même symbolisme que dans les circuits électriques, on représente la force magnétomotrice par une source de tension. Cette force magnétomotrice est égale au nombre d'enroulements de la bobine fois le courant. Donc ici, cette force magnétomotrice génère le flux total, qui est ensuite divisé en flux de fuite. La reluctance de fuite ici représente donc ce flux de fuite là, et le flux utile ici est représenté par la reluctance magnétique. Donc du coup, ici on parvient à faire le circuit magnétique équivalent de la bobine à noyau de fer. Une petite remarque quand même concernant l'analogie électrique-magnétique. Cette analogie s'arrête en présence d'un entrefer et de saturation. Si on prend un circuit électrique, donc constitué d'une source de tension, d'un fil et d'une résistance, quand on coupe ce fil-là, le courant cesse de circuler parce que la résistance de l'air est très grande. Alors que ce n'est pas le cas dans le circuit magnétique. En présence de l'entrefer, on continue à avoir la circulation du flux. Ensuite, concernant la saturation, on n'a pas de saturation dans les circuits électriques. Ici, la conductivité par exemple du fil, est une grandeur qui ne varie pas en fonction du courant. Alors que la perméabilité du noyau ferromagnétique va dépendre au fait du flux en cas de saturation. À présent, parlons du circuit électrique équivalent. Pourquoi est-ce qu'on réalise le circuit électrique équivalent? J'avais dit précédemment que le circuit magnétique permettait d'estimer les grandeurs magnétiques telles que l'induction, le champ, le flux. Ici, le circuit électrique va plutôt permettre d'estimer les grandeurs électriques, c'est-à-dire tension, courant, puissance. Donc, par exemple, si on prend notre bobine à noyau de fer et qu'on la soumet à une certaine tension sinusoïdale, quel est le courant qui va circuler dans la bobine? Quelle est la puissance consommée par la bobine? Eh bien, c'est
le circuit électrique va permettre de répondre à ces questions-là. Pour pouvoir le réaliser, il faut comprendre le phénomène d'induction. Alors, c'est quoi le phénomène d'induction? Lorsqu'on prend une bobine et qu'on la soumet à un champ externe variable, il y a apparition ou induction d'une tension aux bornes de la bobine qui s'oppose à la variation du champ externe. Donc ici, si on prend l'exemple de notre bobine et de de l'aimant, dont le déplacement crée le champ externe variable. Alors je précise, c'est bien le déplacement qui crée le champ variable et pas juste l'aimant. Donc lorsqu'on va déplacer l'aimant, le champ BAI va varier. Et on aura apparition d'une tension E aux bornes de la bobine. Il y a le courant I qui va circuler dans la bobine et qui va s'opposer à la variation du champ BAI. Alors, que veut dire s'opposer à la variation du champ BAI? Donc, le courant induit I va créer un champ BIN qui va s'opposer soit à l'augmentation ou soit à la diminution de BAI. Donc, ici, si on rapproche l'aimant, le champ externe variable BAI va augmenter et le courant induit va donc générer un champ externe BIN mais qui sera dans le sens inverse à BAI afin de s'opposer à l'augmentation de ce champ-là. De même, lorsque on va reculer l'aimant, BAI va diminuer. Donc le courant I va créer le champ BIN qui va s'opposer à la diminution de BAI, donc du coup qui sera dans le même sens que BAI. La tension induite ici se calcule par la loi de Lenz-Faraday, donc qui dit que E, la tension induite, c'est la dérivée du flux vu par l'ensemble de la bobine par rapport au temps. Donc E égale à moins dφ sur dt, phi étant le flux vu par l'ensemble de la bobine. Et donc, ici, le flux, c'est quoi? C'est le nombre d'enroulements fois le flux vu par une seule spire. Ici, nous mettons le signe moins parce que le courant s'oppose du coup à la variation du champ, d'où la présence du signe moins. Alors, l'auto-induction. Qu'est-ce que c'est que l'auto-induction? Ici, le champ externe variable n'est plus créé par, disons, une source externe comme ici c'était le cas avec l'aimant, mais le champ variable est créé par le courant variable qui circule pas dans la bobine. Donc, je précise encore, c'est bien le courant variable. Un courant continu ne crée pas un champ variable. C'est le courant variable qui circule dans la bobine qui va créer le champ B, du coup ici BI variable. Donc ce champ BI va faire en sorte qu'il y aura un courant induit qui va circuler et qui par ses effets va s'opposer à la variation du champ BI. Donc ici on aura encore toujours une tension induite, donc créée par la variation du champ créé par le courant. Alors ici, dans notre cas, la bobine à noyau de fer est en régime sinusoïdal. Donc la tension aux bornes de la bobine ici est sinusoïdale. Comme on l'a vu précédemment, cette tension variable va générer un champ variable qui sera à l'origine d'une tension induite, donc l'auto-induction. Alors l'équation électrique qui peut se déduire ici, c'est U égale à RI moins ET, R étant la résistance du bobinage et ET la tension induite. Donc ici on met le signe moins car on est en convention récepteur. Donc du coup si on vient qu'on remplace l'expression de ET comme on l'avait exprimé par la loi de Lenz-Faraday, on aura RI plus D, le flux total traversant
bobinage sur dt. Donc ici, ce flux total là, c'est le nombre d'enroulements fois le flux qui traverse une spire. Et ce flux qui traverse une spire, c'est le flux de fuite plus le flux utile. Alors, on va définir ici les différentes inductances qui sont les coefficients qui lient le flux au courant. Donc, tout d'abord, si on considère le flux utile, ce flux utile, c'est quoi? C'est le nombre d'enroulements fois le flux que voit une spire. Et donc, ce flux-là, c'est l'induction fois la section. On remplace l'induction par le champ magnétique. Et d'après la loi ou le théorème d'Ampère, on a H qui est égal à NI sur L. L, la longueur de la ligne de champ. Donc, en remplaçant tout ça, on finit par voir que le flux utile est proportionnel au courant et le coefficient de proportionnalité, le rapport ici est appelé inductance magnétisante, L. Donc on voit que L dépend du nombre d'enroulements, de la section, la section ici droite du noyau et de la longueur du circuit magnétique. Donc si on se souvient de l'expression de la reluctance, on avait dit quoi? C'est L sur mu S. Donc on finit par avoir l'inductance qui est inversement proportionnelle à la reluctance. On définit aussi l'inductance de fuite comme étant LF égale au flux de fuite, difficile à dire, sur le courant. Alors, une remarque, c'est que il est assez difficile d'estimer le flux de fuite. Pour pouvoir l'estimer, on fait de la simulation numérique où on fait correspondre les modèles faits ici, donc des modèles peut-être magnétiques, aux mesures faites sur la bobine à noyau de fer. Donc le flux de fuite, c'est pas comme le flux utile où on sait que le flux utile c'est l'induction fois la section. Ici, ça demande un peu plus de calcul pour pouvoir estimer ce flux de fuite là. Donc, comme on a défini maintenant notre inductance magnétisante et notre inductance de fuite, on revient dans notre équation électrique et on remplace les flux par leur expression en fonction de l'inductance. Donc, ici, comme on a un régime linéaire, donc parce qu'on est en régime linéaire, on a ici la perméabilité qui est constante, le mu qui est constant. Donc du coup ici, on a l'inductance magnétisante qui est constante. Donc c'est pour ça, à la fin, on peut arriver à cette expression U égale à RI plus LF dI sur dt plus L dI sur dt. Si on était dans un cas, comme on le verra dans une prochaine vidéo, le cas où on a un régime non linéaire, cette inductance-là ne sera pas constante et cette expression-là ne sera pas valide. Donc du coup, cette expression est seulement valide en régime linéaire. Donc ici, on a l'équation d'un circuit électrique avec les différents éléments. Donc du coup, on peut déduire le modèle électrique où on a la résistance, on a l'inductance de fuite et ici, on a l'inductance. La tension au bord de l'inductance magnétisante, c'est la force électromotrice d'auto-induction ou FEM d'auto-induction. Pour calculer le courant qui circule dans le bobinage, on va utiliser le diagramme de Fresnel. Alors le diagramme de Fresnel permet de représenter graphiquement par des vecteurs des grandeurs sinusoïdales. La condition pour l'utiliser est que toutes les grandeurs, tension et courant doivent être sinusoïdales et à la même fréquence. Alors la question qu'on doit se poser c'est est-ce que I est sinusoïdal? Pour savoir si I est sinusoïdal, on va faire des hypothèses qui sont la plupart du temps vérifiées. On va supposer que la chute de tension aux bornes de la résistance et de l'inductance de fuite sont négligeables devant la FEM.
Ainsi, U est égal à E, qui est égal à LDI sur DT. Donc, on peut déduire ici le courant en intégrant la tension, donc la tension aux bornes du circuit U. U étant sinusoïdal, on finit par obtenir un courant I également sinusoïdal et à la même fréquence oméga que la tension. De même, le flux en régime linéaire, le flux utile, qui est égal à l'inductance fois le courant, comme le courant sinusoïdal, ben ce flux-là également sera sinusoïdal. Ainsi, en régime linéaire, on a le courant, on a le flux et on a la FEM qui sont sinusoïdaux. Donc, pour cela, on peut utiliser ou réaliser le diagramme de Fresnel. Le but ici n'est pas d'expliquer le diagramme de Fresnel. Je recommande donc d'aller voir d'autres sources qui l'expliquent. Mais je vais expliquer comment il est réalisé pour notre cas ici de la bobine à noyau de fer. Donc, à partir de l'équation électrique, on va déduire la notation complexe. Donc, ici, U sera la somme de trois vecteurs. Donc, le vecteur RI, le vecteur J oméga LF fois le courant et le vecteur J oméga L fois le courant. Donc, tout d'abord, on va placer le vecteur I. Ensuite, on a le vecteur ici E, donc la FEM E qui est égal à J L oméga I, qui sera du coup perpendiculaire à I à cause de l'opérateur J. Ensuite, on a la tension en borne de l'inductance de fuite qui sera aussi perpendiculaire à I, donc collinéaire à E. Et on a RI qui est parallèle à I, donc ici perpendiculaire. Donc on a les trois vecteurs qui sont tracés et du coup on va déduire U qui est la somme de ces trois vecteurs là. Donc comme ici on a en présence d'un triangle rectangle, donc on peut déduire assez facilement la valeur du courant. Donc si on fait théorème de Pythagore, on aura U carré égale à la somme de ces deux vecteurs là au carré plus RI au carré, et du coup à partir de là on déduit le courant I. De même, on peut déduire ici le déphasage entre le courant, entre la tension et le courant. Donc ici c'est arc tangente, enfin c'est cette expression là du coup. Et du coup la puissance électrique qui sera consommée par la bobine sera U I cosinus psi. Donc du coup voilà, à partir du modèle électrique du diagramme de Fresnel, on a déduit le courant, le déphasage entre la tension et le courant et la puissance électrique consommée. À présent, nous allons conclure cette partie sur le circuit électrique équivalent en faisant un bilan de puissance. Alors, comment est-ce que la puissance électrique fournie est-elle répartie dans la bobine à noyau de fer dans le cas du régime linéaire? Donc, on considère la puissance instantanée électrique P égale à U fois I. La puissance moyenne est obtenue en intégrant sur une période la puissance instantanée. On obtient la puissance calculée précédemment. U et I, ici sont les valeurs efficaces de la tension et du courant. Psi étant le déphasage entre la tension et le courant. Alors ici j'ai fait un code couleur où tout ce qui sera écrit en bleu c'est la puissance instantanée et ce qui est écrit en vert c'est la puissance moyenne. Alors comment est-ce que cette puissance instantanée est-elle répartie dans le circuit? Alors il y a une partie de la puissance qui sera dissipée sous forme de chaleur dans la résistance. Donc on a les pertes joules du coup, les pertes joules qui sont égales à RI carré.
Une autre partie sera stockée dans l'air du fait du flux de fuite. Et cette puissance de fuite, c'est le courant fois la tension borne de l'inductance de fuite, donc LFDI sur dt. Cette expression correspond à la dérivée de cette expression-là, 1 demi de LFI carré, qui correspond à l'énergie magnétique stockée dans l'inductance de fuite. Lorsqu'on intègre la puissance instantanée de fuite, on obtient 0, ce qui est normal puisque en régime sinusoïdal, l'inductance ne stocke pas de puissance active. On a le courant et la tension qui sont déphasés de 90 degrés. Donc, on aura UI cosinus 90 degrés qui sera nul. Ensuite, le reste de cette puissance électrique est stocké dans le noyau ferromagnétique. Donc, ici, on a la puissance utile qui est égale à I fois la femme. Donc, la femme d'auto-induction E. E étant égal à LDI sur dt. Donc, on peut exprimer la puissance utile en fonction des grandeurs électriques, donc le courant et l'inductance, ou soit des grandeurs magnétiques. Donc, si on fait les remplacements qu'il faut, on obtient puissance utile, c'est le volume. Donc, le volume, c'est la section fois la longueur, fois le champ magnétique, fois dB sur dt, donc la dérivée de l'induction. Cette puissance est également nulle puisque nous sommes en présence toujours d'une inductance. Donc, cette puissance utile, au fait, correspond à la dérivée de l'énergie magnétique stockée dans le ferromagnétique. Cette énergie magnétique, c'est quoi? Si on se met dans le plan BH, donc voilà le plan BH où on a cette droite-là qui correspond à donc la caractéristique linéaire qui lie B et H, on a cette surface entre la caractéristique et l'axe de l'induction qui correspond à l'énergie magnétique. Donc si on dérive cette énergie magnétique là, on obtient la puissance utile. Donc ce qui justifie la puissance utile nulle, ici on peut le voir là. Okay. Cette puissance utile nulle, on peut plutôt la voir là. Parce que quand le courant augmente, on a la puissance qui est fournie au ferromagnétique, donc la puissance qui vient de la source est fournie au noyau ferromagnétique. Et lorsque l'inductance décroît, et ben, cette énergie-là plutôt est restituée à la source. Donc du coup, si on fait le bilan, je donne quelque chose, je donne, ensuite je le reprends, ben, l'énergie, la puissance plutôt, sera nulle sur une période.